Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Nathan McClintock. Je suis professeur, chercheur agrégé à l'Institut national de recherche scientifique, à Centre Urbanisation Culture Société à Montréal, Québec. Et je suis bien content d'être ici avec vous à Lyon. Je suis pas vraiment à Lyon, mais au moins de pouvoir vous joindre à travers cette petite présentation enregistrée. Je vous souhaite un excellent entretien, Jacques Cartier, et mes grandes merci pour aux organisateurs, y compris Eric Duchemin, qui m'a invité de participer ici aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui sur la thématique du développement de l'agriculture urbaine et surtout en visant des enjeux liés à la gentrification et la justice alimentaire. Je vais surtout pencher sur des exemples que je prends de mes expériences dans 4 villes nord-américaines. Tout d'abord à Oakland, où j'ai fait mon doctorat à l'Université de Californie à Berkeley. Donc, tout d'abord à Oakland, et puis j'étais professeur en études urbaines à Portland, dans l'Oregon. J'étais à Portland State University pendant 9 ans. Donc, j'ai beaucoup étudié l'agriculture urbaine à Portland et aussi à Vancouver, juste à l'autre côté de la frontière, au Canada. J'ai fait pas mal de comparaisons entre ces 2 villes bien connues pour leur innovation au sein de planification verte et durable. Et aussi, j'avais commencé pendant ce temps-là des projets à Montréal aussi, avant de m'installer en 2020 à l'INRS. Donc, vous verrez beaucoup de photos aujourd'hui dans mes diapos qui viennent de ces 4 villes. Et c'est ça la raison pour cette concentration de photos. Donc, je vais commencer en parlant un peu de l'évolution et sa récente institutionnalisation de l'agriculture urbaine dans les villes nord-américaines avant de passer à la gentrification et l'implication de l'agriculture urbaine dans ces processus, et puis d'utiliser une cadre théorique de justice alimentaire pour comprendre les injustices alimentaires, effectivement, et comment peut-être on pourrait sauter ou bien aller au-delà certains de ces enjeux. Donc, je vais commencer en parlant simplement du fait que là où on est maintenant, on voit beaucoup de projets d'agriculture urbaine à travers dans nos villes. Souvent sont menés par les organisations à but non lucratif, les OBNL, comme on dit ici au Québec, les organisations non gouvernementales, les ONG, les organismes caritatifs, etc., qui pratiquent souvent à une grande échelle, mais peut-être pas pour la vente, mais souvent c'est vraiment un but plus social, économie sociale, inclusion sociale, question de lutter contre l'insécurité alimentaire, etc. Mais aussi, on voit une grande explosion, disons, des fermes urbaines commerciales, des serres commerciales. Vous avez ici à Montréal, à gauche, une énorme serre commerciale. Je crois que c'est la plus grande au monde, sur un toit, gérée par la ferme Lufa. Et ici à Portland, vous avez des fermes locales, des micro-fermes d'à peu près une demi-hectare qui sont installés dans les quartiers résidentiels même, suite à une nouvelle loi qui permet ce genre de pratique dans les quartiers zonés, euh, autrement résidentiels. Tout ça, c'est vraiment représente vraiment un nouveau chapitre dans toute l'histoire d'agriculture urbaine dans les villes nord-américaines, parce que pour une grande partie du 20e siècle, les municipalités tentaient de chasser, d'éviter l'agriculture urbaine, les pratiques agricoles des villes, parce qu'ils les voyaient comme anti-modernes. Ils voulaient lutter contre l'insalubrité. Ils voyaient des fermes comme des espaces sales, des animaux comme sales, etc. Donc, vraiment, ils voulaient faire en sorte que ces activités n'étaient pas permises. Donc, c'était vraiment seulement depuis euh, le, les années 90 où on commence à parler du développement durable, etc., où on voit vraiment une redécouverte de l'agriculture urbaine à large échelle. Bien sûr, il y avait des jardins communautaires depuis les années 60, 70, 80, mais
c'était vraiment depuis les années 90 et bien sûr le 21e siècle où on voit cette explosion de production et vraiment une nouvelle exploration et intérêt dans l'agriculture urbaine, jusqu'au point qu'on voit le développement des plans directeurs alimentaires, l'intégration d'agriculture urbaine, vraiment dans le tissu urbain à travers la planification urbaine. On voit de nouveaux formalisations, de nouvelles réglementations, de nouveaux zonages qui permettent ces activités. Tout ça qui fait partie d'une plus large formalisation des activités. Avant, c'était souvent vu comme un peu guérilla, un peu en catimini, mais de plus en plus, ça devient quelque chose de formalisé, accepté et bien invité auprès des villes. En même temps, on entend souvent ici à Montréal l'expression de se réapproprier la ville et les gens qui veulent transformer les terrains vagues en jardins, souvent utilisent ce slogan, réapproprier la ville. Mais je pose toujours la question, pour qui? On réapproprie la ville pour qui? Je pose cette question parce que souvent, les personnes que je vois impliquées dans ces projets sont souvent souvent de même âge, de même démographique, de même background socio-économique, ethnoculturel, etc. Ce sont souvent des jeunes, blancs, souvent des universitaires, etc. Et donc, je pose cette question. Finalement, c'est qui finalement qui décide comment réapproprier la ville? Est-ce que c'est vraiment une approche qui est partagée, une vision partagée? Donc, c'est toujours important pour moi d'avoir cette question en tête. C'est vraiment une question qui a poussé mes recherches pendant ces dernières années. Et qui va même avec un autre phénomène qu'on voit vraiment dans ces dernières décennies, qui est vraiment un nouvel rôle pour l'agriculture urbaine par rapport au développement urbain. Avant, lorsqu'on voyait l'agriculture urbaine, c'était souvent en opposition au développement. Il y avait un terrain vague, une friche industrielle, c'était les agriculteurs qui occupaient la place pour développer, pour cultiver, pour faire un beau jardin, un oase. Vraiment un exemple classique de réappropriation de la ville, de ces espaces vagues. Vous avez ici l'exemple de Los Angeles, de South Central Farms, qui est une histoire très connue d'un énorme jardin communautaire sur un terrain vague. Et finalement, le propriétaire a bulldozé cette oase d'une, je sais pas, 5 à 6 hectares, surtout cultivée par les immigrants mexicains et de l'Amérique centrale. Mais en tout cas, c'était vraiment une représentative de cette relation qui existait entre l'agriculture urbaine et le développement. Par contre, maintenant, ce n'est plus le cas. On voit de plus en plus vraiment sur la une de cette revue, on voit un article qui parle d'une liaison romantique entre les développeurs, les promoteurs et les agriculteurs. C'est un couple bizarre, mais quand même, c'est une réalité et ça marque pour moi un nouveau chapitre dans cette relation. De plus en plus, les promoteurs veulent intégrer la production agricole dans leur développement. Ils veulent mettre un jardin sur le toit, ils veulent créer des bacs dans un cours devant ou derrière. Ça devient partie du branding, du marketing, des développements de plus en plus. Et pour les agriculteurs, des fois aussi, ça crée des contrats, ils sont embauchés de construire des bacs, etc. À Vancouver, on avait l'exemple des terrains vagues, des friches qui ont été transformés en jardins communautaires temporaires. Ces organismes ont été embauchés par les développeurs, les promoteurs, pour créer des jardins temporaires en attendant le développement. Donc, peut-être pendant 1, 2, 3 ans, en attendant les critères de marché pour lancer le développement propre, le développement même. Ces organismes créent des petits jardins communautaires temporaires. Pourquoi ils le faisaient? Parce qu'eux, ils voulaient l'accès au terrain, ils voulaient peut-être un contrat de ces promoteurs,
Mais les promoteurs, qu'est-ce qu'ils recevaient en échange? Ben, souvent, c'était une énorme incitatif de taxation de la part de la municipalité, de la ville de Vancouver. Si un espace s'est transformé en jardin communautaire temporaire, il paye une différente classification de taxes. Le terrain même a été reclassifié comme espace vert pour les activités publiques et non plus, ce n'était plus un espace commercial qui avait un taux de taxation beaucoup plus élevé. Donc, en fait, les promoteurs ont sauvegardé, ont économisé des millions de dollars en créant ces partenariats avec les agriculteurs. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un nouveau chapitre de comment l'agriculture urbaine s'est intégrée dans le tissu urbain et les rapports de pouvoir qui existent entre ces acteurs. Ce qui mène à la vraie thématique de cette présentation, qui est la gentrification. Tout rapidement, pour le définir, oui, on est en train de parler de l'embourgeoisement, pour utiliser le mot en français, mais de plus en plus, le mot gentrification, c'est utilisé en français aussi, non seulement par les militants, mais aussi par les municipalités qui sont conscients, en fait, de ces enjeux. Jason Hackworth, le géographe, le définit ainsi: la production d'espace pour les utilisateurs de plus en plus aisés. C'est-à-dire, la gentrification, c'est le remplacement d'une population avec une population plus aisée. Et en parlant de remplacement, on parle non seulement de l'arrivée de cette nouvelle population, mais aussi le déplacement de l'ancienne population. On pourrait parler des processus de déplacement ou de délocalisation directe à cause des augmentations de loyers, des prix de logement, des taxes foncières qui montent avec l'arrivée de cette nouvelle population. Mais on pourrait également parler d'une perte de clientèle pour les entreprises, etc., qui fait sorte qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer pour leur boutique, etc. Mais en parlant de gentrification, on parle également d'un processus de déplacement indirect aussi, qui est beaucoup plus lié aux sentiments, aux expériences des personnes, les populations originales d'un quartier. Donc, on parle d'une perte de sentiment d'appartenance suite au remplacement par cette nouvelle population, peut-être suite à la fermeture d'anciennes entreprises. Lorsque une personne commence à ne plus se sentir chez soi, on a ça pourrait mener à ce déplacement indirect. Si un groupe d'amis commence reste sur le coin d'une rue en train de bavarder, cette nouvelle population va peut-être téléphoner la police pour dire il y a des vendeurs de drogue qui sont sur le coin, et puis la police vient et soit ils les arrête ou ils les chasse. Mais en tout cas, vous voyez que le rapport à l'espace n'est plus le même que c'était avant l'arrivée de cette nouvelle population de gentrificateurs. Donc, ça crée un sentiment vraiment, un manque d'appartenance, et on voit aussi également une perte des liens sociaux et des réseaux de soutien au sein de la communauté, jusqu'au point que les gens pourraient eux-mêmes décider d'abandonner, même s'ils n'ont pas été poussés par un loyer qui augmentait. Donc, voilà la gentrification en deux mots, mais vous voyez que c'est vraiment comme un processus assez complexe qui a plusieurs strates différentes. OK, je vais maintenant parler de la gentrification verte, qui est un processus selon lequel les investissements dans le verdissement, les investissements dans le développement durable, c'est-à-dire la construction des pistes cyclables, des tramways, des jardins communautaires, d'autres projets en agriculture urbaine, des bassins versants qui absorbent les eaux de pluie, etc. Tous ces genres d'investissements de cette infrastructure verte, infrastructure durable, c'est bien, on connaît bien maintenant qu'avec ce genre de réinvestissement, réaménagement d'un quartier, avec ce genre d'infrastructure, ça attire cette nouvelle population, souvent plus scolarisée, cette population d'une classe différente, plus scolarisée, plus aisée, souvent plus blanc. Et on voit une hausse du prix des terrains, des prix de loyer, etc., autour de ces genres d'investissements verts.
Des chercheurs ont beaucoup écrit sur la green gentrification et de plus en plus, on essaie d'étudier les liens entre l'agriculture urbaine et ces processus de gentrification. Je vais dire simplement que, avant de continuer, que l'argumentaire, c'est pas que là, il y a un lien direct, c'est-à-dire, OK, ce jardin-là cause une hausse de loyer, mais c'est plutôt dans toute une écologie des investissements qui sont liés à ce processus de gentrification. Ce n'est pas une causalité directe, forcément, mais c'est plutôt, comme j'ai dit, une écologie de ces investissements et l'arrivée de cette nouvelle population qui aimerait profiter de ces investissements. OK, comment est-ce que ça fonctionne, la gentrification? Ben, souvent, cette nouvelle population de gentrificateurs le voit comme un espace, une frontière à découvrir, à défricher. Ils voient comme un espace vide là où ils peuvent cultiver, transformer un terrain vague ou même un quartier vague qu'ils pourraient transformer. Un jeune fermier nous a dit à Portland, l'agriculture urbaine est une sorte de pionnier. Il y a donc des zones qui ont été laissées à l'abandon et dont la valeur immobilière chute au point qu'on ne peut plus rien en faire. Et puis, il y a des espaces vraiment créatifs qui arrivent, comme les studios d'artistes, les projets d'agriculture urbaine, quelque chose comme ça. Il commence à y avoir un certain dynamisme et le quartier commence à se développer autour de cela. Il y a beaucoup de développement. Et comme il dit, la présence même de ces pratiques pourrait attirer encore plus de personnes. On a entendu de quelqu'un à Vancouver, s'il y a des jardins communautaires, une rue qui donne l'impression que les gens y cultivent de la nourriture. Je pense que pour les gens que je connais, cela joue dans le sens de « Oh, c'est un quartier en plein essor, ou c'est bien de vivre ici ». Donc, c'est comme un signal, un signage, un panneau pour dire « Oui, vous êtes les bienvenus maintenant ». Ce n'est plus un quartier qui craint, mais c'est vraiment un quartier qui a les mêmes idées que vous, qui a les mêmes intérêts écologiques, etc. que vous, qui devient intéressant en fait pour attirer ces personnes. Et de plus en plus, on utilise les visages mêmes de cette démographie comme le symbole pour l'agriculture urbaine. On voit dans cet exemple ici de New York Magazine un article, un groupe de photos. C'est quoi, comment il est un fermier urbain, what an urban farmer looks like. Et c'est tous ces jeunes blancs hipsters qui ont commencé à transformer des quartiers de New York historiquement noirs et défavorisés. Mais donc, ces images contribuent à l'idée que l'agriculture urbaine, c'est une pratique qui est vraiment une pratique des jeunes blancs. Donc, qui fait sorte que les personnes, souvent, qui sont déjà dans le quartier, ne sont pas à l'aise d'entrer dans ces espaces. Un monsieur afro-américain à Portland nous a dit que ça serait difficile pour les Afro-Américains de rentrer dans ces espaces-là. Tu ne vois personne de ta communauté et tu dis « Oh, ici, ce n'est pas pour moi ». Également, une autre dame à Portland nous a expliqué que ça dépend qui travaille dans la ferme, mais pour les gens de couleur, c'est un signe de gentrification. Il y a certains symboles comme ça que les gens se disent, OK, ça va commencer à arriver ici, c'est-à-dire la gentrification va arriver ici. Donc, ils se méfient vraiment de ce genre des projets. Moi, j'étais bien intéressé par ça parce qu'en baladant à Portland, mais aussi à Vancouver, je voyais que dans les quartiers, là où il y avait beaucoup de gentrification en train de se dérouler, je voyais beaucoup plus de jardins établis devant les maisons même. C'était comme une expression d'un sentiment ou un habitus, pour utiliser le mot de Bourdieu, un habitus écologique, un éco-habitus, qui démontre voilà mes intérêts, voilà mes valeurs écologiques, voilà mes pratiques, comment je pratique mes valeurs. Et c'est vraiment comme une performance de cet éco-habitus mis en exergue devant même les maisons. Par contre, dans les quartiers, chez les résidents qui étaient là avant, souvent les jardins étaient cachés derrière les maisons parce que c'était vu comme quelque chose de rural, de pauvre, d'immigrants, etc. Donc souvent, on voyait en fait comment les deux groupes s'exprimaient différemment en promouvant une certaine vision de l'agriculture urbaine et c'est ce que ça signifiait.
Ce qui m'amène à un cadre théorique qui est la justice alimentaire, qui pourrait nous aider à analyser un peu ces enjeux, mais aussi qui pourrait nous mener vers quelques réflexions qui va peut-être nous aider à mieux développer des projets en agriculture urbaine. Qu'est-ce qu'on doit garder en tête pour que nos projets ne contribuent autant à ces processus de gentrification dont je vous ai parlé. Donc, la justice alimentaire, food justice, c'est vraiment un mouvement social qui est sorti du mouvement pour la justice environnementale pendant les années 90, fin des années 90, début des années 2000. C'est non seulement un mouvement social, mais un cadre analytique qui veille à ce que les avantages et les risques de production, transportation, distribution, accès et consommation des aliments sont partagés équitablement. Un autre livre présente l'idée que indispensable pour la justice alimentaire et aussi une analyse qui problématise l'influence du racisme et du classisme. Mais ils sont pas du tout, ils n'ont pas de problème en soulevant ces structures qui existent, ces structures sociales qui fait sorte qu'il y a des inégalités entre qui pourrait bénéficier d'un système alimentaire et en fait qui doit porter tous les enjeux, les aspects négatifs, les aspects néfastes sur leurs propres épaules. Donc, souvent, on parle de trois sortes de justice. On parle de justice distributrice, qui veut dire l'équité dans les charges et les bénéfices, de ne pas subir d'une manière disproportionnée les impacts négatifs pendant que d'autres populations bénéficient des avantages liés. C'est souvent ça, on en parle de justice spatiale ou justice alimentaire. On pense souvent seulement à cet aspect-là. Est-ce qu'il y a certains groupes qui reçoivent les bénéfices et d'autres qui ne le reçoivent pas? Deuxièmement, aussi, il y a la justice de reconnaissance, qui veut dire reconnaissance des populations qui subissent ces inégalités de leur identité, leur connaissance des expériences, leur position sociale, mais aussi en utilisant leur propre définition, c'est-à-dire de leur donner la parole pour s'exprimer eux-mêmes de leurs besoins, leurs désirs et leurs visions. Finalement, bien lié à ça, c'est la justice procédurale, c'est-à-dire la participation au processus de décision et d'évaluation et aussi de gestion et aménagement de ces projets. Donc, petit exemple de justice distributrice, c'est plus facile pour ces nouvelles agricultures dont je vous ai montré des photos de recevoir du financement, des terrains, l'appui des décideurs. Ils ont souvent plus l'oreille des décideurs à cause de leurs réseaux sociaux, le capital social qu'ils ont en tant qu'être diplômés à telle ou telle université, etc. Ils sont peut-être plus à l'aise avec l'ordinateur, l'Internet pour trouver des demandes de financement. Des appels à financement, etc. Mais aussi, on voit un développement inégal au plan spatial qui est aussi lié à ce genre de financement. Depuis ce qu'on appelle l'ère néolibérale commence dans les années 80, on voit de moins en moins un rôle pour l'État-providence et de plus en plus un rôle pour le privé, pour les partenariats publics-privés, pour les OBNL, etc. Et ce qu'on voit à Oakland, dans ma recherche de doctorat, j'ai vu que dans ces quartiers, dans le West Oakland, dans la partie ouest de la ville de Oakland, il y avait vraiment une forte concentration de l'agriculture urbaine pratiquée et financée pratiquée par ces OBNL, ces projets, etc. Par contre, vous voyez dans les petites taches noires qui traversent toute le partie bas de la ville, une répartition assez égalitaire des projets. En fait, ce sont des jardins scolaires ainsi que des jardins communautaires qui ont été créés vraiment pendant les années 70, avant cette ère néolibérale commençait. Donc, vraiment, on voit l'historique, un nouveau chapitre de financement qui différencie les investissements de façon spatiale. Donc, comment est-ce qu'on l'attaque? On attaque à cet enjeu. Il y a certaines instances, certains ministres, etc., qui essaient de
garantir une répartition plus égalitaire à travers ces projets. Par exemple, le régie de logement social à New York commence à repartir les projets d'agriculture urbaine à travers toutes leurs propriétés dans la ville, qui sont assez bien éparpillées à travers tout le New York. Donc, bien sûr, c'est toujours une question de public-privé, mais c'est fait avec une réflexivité, une conscience du fait qu'il faut vraiment que ces projets soient répartis d'une façon plus égalitaire. Aussi, un autre exemple de Montréal, un organisme qui était impliqué d'aider avec le réaménagement d'une place publique. Il ne voulait pas le faire si ce n'était pas clair que la ville ne voulait pas qu'il chasse la population marginalisée, itinérante qui occupait l'espace avant. Pour le monsieur, il disait que l'arrondissement avant dans sa posture de ne pas écarter la clientèle marginalisée. Et nous, c'était effectivement une condition de base pour qu'on puisse embarquer dans la démarche. Donc, vous voyez, c'est important que ça avance avec cette idée d'abord que qui va pouvoir profiter de cet espace ici. Pour la question de justice et reconnaissance, c'est souvent une question de démontrer qui est là déjà, qui pratique de l'agriculture urbaine et de mettre en exergue un peu plus leurs expériences. Vous avez ici les fermiers originaux de Vancouver, qui ce sont des immigrants chinois. Exemple historique de Portland, où tous les grands maraîchages ont été faits par les immigrants chinois au début fin 19e, début du 20e siècle. J'ai participé à un projet historique, archivistique, pour vraiment démontrer, expliquer l'histoire des présences des fermiers cultivateurs afro-américains à Portland, bien avant le développement du projet, du programme municipal des jardins communautaires. Aussi, en fait, j'ai fait ce projet avec ce couple ici qui ont un OBNL qui s'appelle Mudbone Grown, qui vise vraiment de favoriser l'inclusion des afro-descendants dans la production agricole à Portland. Ils ont dit qu'au fur et à mesure que le temps passait, les communautés commençaient à nous approcher pour organiser des cours de jardinage, etc. Et nous nous sommes rendus compte que ça était plus grand que nous. C'était la communauté qui avait besoin de retourner à la terre. Et c'était eux qui prenaient charge, en fait, de l'idée de créer plus d'une présence et de prendre plus d'espace, en fait, dans le discours public autour de l'agriculture urbaine qu'ils avaient avant. Aussi, c'est important de ne pas oublier qu'il y a une diversité de motivations, non seulement une diversité de participants, mais de motivations aussi. Souvent, certaines motivations correspondent aux réalités socio-économiques, avoir suffisamment à manger, économiser, pourrait motiver les gens souvent qui sont moins aisés, qui souffrent de l'insécurité alimentaire, souvent des questions des préoccupations environnementales, vivre d'une façon plus durable, etc. Selon nos recherches, va plus avec des populations aisées, plus scolarisées, mais il y a d'autres motivations qui sont plus ou moins universelles, telles que d'avoir accès aux produits fraîches, la santé, connaître l'origine des aliments. Donc souvent, si on met trop l'emphase sur une motivation, si on l'encadre l'agriculture urbaine avec selon un seul volet comme l'écologie, on va perdre une grande partie de la population qui pourrait être intéressée autrement, qui nous mène à la dernière partie, justice procédurale. Et ce qu'on a entendu à plusieurs reprises, c'est qu'il y a une sorte de feeling vert et durable qui entoure le mouvement alimentaire qui est assez blanc, dont la voix est dominée par les Blancs. Quelqu'un d'autre nous a dit tout l'aspect sur la durabilité environnementale, l'alimentation, pour certains, cela ne résonne pas, cela ne les intéresse pas. Ça ne me semble pas une fête à laquelle je suis invité. Donc, il existe de plus en plus d'espaces formels pour la participation, comme des Food Policy Councils, mais qui est finalement à la table et qui décide? On a entendu que les gens qui travaillent en agriculture urbaine commerciale à Vancouver ont fini par influencer l'orientation de ces discussions politiques plus que les gens visant à la justice alimentaire et à l'accès à l'alimentation. Donc, simplement voir ces arènes pour laisser ce genre de discussion, ça ne garantit pas que tout le monde sera là. Donc, comment est-ce qu'on touche et fait venir une plus grande diversité de participants? Des fois, c'est une question de langue. On a entendu à
à Montréal. On aimerait que ça soit plus inclusif, mais avoir des rencontres bilingues, ça a été très difficile. On a essayé. S'ils sont anglophones, on ne fait pas un très bon travail d'aller vers eux parce qu'on veut traduire nos matériels de communication en anglais. Mais le problème, c'est le temps. On n'a juste pas le temps, malheureusement. On est toujours dans l'urgence du temps. C'est un enjeu important à Montréal parce que souvent, il y a beaucoup de la population immigrante qui est plus à l'aise en anglais, mais aussi dans ce quartier là où vous voyez les photos et d'où proviennent ces projets, là où on a interviewé la gérante. C'est un quartier avec une grande population afrodescendante anglophone d'origine des États-Unis depuis un siècle, mais qui ne sont pas trop impliqués dans le développement des projets. Donc, comment est-ce qu'on aborde ça? On fait de notre mieux pour parler en plusieurs langues, faire traduire en plusieurs langues, d'embaucher les personnes qui pourraient travailler comme interprètes. Vous avez ici un jardin communautaire à Portland avec le bienvenu en toutes les langues des communautés, des panneaux qui expliquent qu'il ne faut pas voler les choses, mais en anglais, en espagnol, en ukrainien, en russe, en somali, en népali, en vietnamien, en chinois. Donc, vous voyez, si vous voulez impliquer, souvent dans les jardins communautaires, on voit cette diversité de populations qui le pratiquent, mais souvent, ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de communication qui leur touche. Je vais juste terminer avec quelques petits défis. Souvent, on essaye de créer des espaces qui visent à encourager la participation de certaines populations, par exemple, personnes racisées, femmes immigrantes, etc. Quelqu'un nous a dit que j'ai vraiment hâte de développer une véritable participation sociale pour dire oui, il y en a qui ont accès gratuitement au CER, par exemple, puis il y en a d'autres qui payent vraiment cher pour le CER. Mais pour l'instant, c'est ça qui, quand je l'essaie de l'amener, ça crée beaucoup de friction. Le CIA, etc., d'autres personnes ne sont pas à l'aise avec citer. Un autre projet nous a dit on voulait faire des projets spécifiquement pour les femmes immigrantes, par exemple, puis c'était une discussion difficile parce que les personnes qui ne voulaient pas avoir un groupe fermé, parce que ce n'était pas ouvert à tout le monde. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ce genre d'espace, mais on a dû quand même mettre sur pause ce projet. Tout ça relève la distinction entre égalité et équité qu'il faut garder en tête. Égalité, on suppose que tout le monde bénéficiera de même soutien. Ils sont traités également, mais comme on voit avec la clôture, on ne peut pas faire bénéficier de tout, on peut pas bénéficier de tout de la même façon avec les mêmes instruments. Par contre, l'équité prend en considération que les individus reçoivent différents supports pour leur permettre d'avoir un accès équivalent. Ils sont traités équitablement. Je crois que ça devrait vraiment pousser nos réflexions. Pour citer le pédagogue brésilien Paulo Freire, aucune pédagogie réellement libératrice ne peut rester éloignée des opprimés et en les traitant comme des malheureux et en leur présentant des modèles parmi les oppresseurs. Les opprimés doivent être leur propre exemple dans la lutte pour leur rédemption, qui nous ramène à la question de justice et reconnaissance, l'exemple qu'on a vu avec le couple afro-américain qui prenait le relève eux-mêmes pour gérer ce projet, pour envisager ce projet. Donc, comment est-ce qu'on peut soutenir ces personnes pour pousser leur propre projet et de ne pas tomber dans le rôle de missionnaire, ce que je vois souvent des gens qui veulent entrer, apporter de bonne bouffe dans les quartiers défavorisés. Mais il faut absolument éviter cette posture de missionnaire qui vient avec toutes les connaissances et les pratiques, qui veut dire finalement, il ne faut pas avancer toujours le charrue devant le bœuf, parce que si on arrive avec le projet déjà en tête, peut-être ça ne va pas du tout être accepté par une population. Donc, je termine ici en disant que pour se réapproprier la vie, il faut toujours demander pour qui, en développant une politique, des programmes d'agriculture urbaine, on doit toujours demander qui bénéficie, qui est à la table, qui n'est pas là, qui décide, selon la vision de qui. Et puis, il faut tenir compte de ces différences, de faire de outreach, de mobilisation de connaissances en plusieurs langues, identifier et célébrer cette diversité d'agriculture urbaine, leurs histoires, leurs pratiques, leurs motivations, identifier et soutenir des projets menés par des acteurs issus de communautés historiquement marginalisées, éviter cette approche missionnaire dans le but est d'améliorer ce qui est à manger dans ces communautés et de ne pas mettre la charrue devant le bœuf. Réfléchir au contexte des désirs, des besoins spécifiques de la communauté.
Donc, je vous laisse. Je vous remercie énormément pour cette opportunité de parler. Désolé d'avoir dépassé un tout petit peu mon plage horaire, mais je vous souhaite tous une belle continuation des entretiens de Jacques Cartier. Merci.